Charlotte Parmentier-Lecocq, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes présidente de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. On va parler de sujets sociaux, il y en a beaucoup, mais on commence par cet hommage à Robert Badinter. Qui est-il pour vous? Que représentait-il? Alors je pense que c'est vraiment une figure de la France, une figure des valeurs humanistes. Et je crois qu'il a été extrêmement courageux lorsqu'il a défendu l'abolition de la peine de mort, parce qu'à l'époque, c'était quand même un combat assez difficile. Et je crois qu'il nous laisse un héritage très fort, puisqu'aujourd'hui, on voit monter très fort les populismes, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, qui attisent beaucoup la haine et qui laissent passer finalement le message que on peut avoir de la haine, on peut avoir de la violence pour se venger, pour se faire justice. Et c'est exactement l'inverse de ce que Robert Badinter défendait comme message. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne la mesure en fait de ce qu'il nous laisse en héritage. L'Assemblée lui a rendu hommage d'ailleurs à l'endroit même où il avait prononcé ce fameux discours pour l'abolition. C'était un moment hier très émouvant, puisqu'on a observé une minute de silence après le discours d'hommage de la présidente de l'Assemblée nationale. Et on voyait sa photo dans l'hémicycle à l'époque, et devant nous, la tribune à laquelle il était. Et moi, je pense souvent régulièrement à lui ou à Simone Veil, et on les imagine dans cet hémicycle. Et on a vraiment effectivement des figures très fortes dans notre histoire. Comme pour Simone Veil, la question de son transfert au Panthéon se pose. L'Élysée, dit-on, il serait favorable. C'est la famille évidemment qui décidera. Ça vous semble une évidence? Oui, je crois que c'est une évidence pour tout le monde. Oui. Il n'y a plus beaucoup de figures de cette dimension-là dans notre vie politique. Non. Signe des temps aussi. Je ne crois pas. En tout cas, je n'en vois pas. Hommage national aujourd'hui avec le président de la République. La famille ne souhaitait la présence ni du Rassemblement national ni de la France insoumise. Le RN s'incline. Mais la France insoumise enverra quand même 2 représentants. Comment réagissez-vous à cette obstination? Moi, je crois que d'abord, il faut respecter ce que demande la famille. Ça me paraît être une évidence, parce qu'avant tout, c'est un moment d'hommage et de respect qu'on doit avoir pour Robert Badinter, et donc à plus forte raison aussi pour sa famille, probablement avant même la dimension nationale. Donc je crois qu'il faut respecter ce vœu. Et puis je pense que nous tous, il faut qu'on entende le message de la famille de Robert Badinter, qui est de dire les extrêmes portent une idéologie qui va complètement à l'encontre de ce que lui-même défendait. Et il ne faut pas banaliser les messages qu'ils véhiculent en fait. Et pourtant ils sont en forme dans les sondages, les extrêmes. Marine Le Pen caracole devant, Jean-Luc Mélenchon, malgré ses déclarations, ne s'effondre pas. Je trouve qu'on est dans une ère où finalement les idées populistes se portent très très bien, parce que c'est tellement facile de pouvoir dire aux Français qu'il y a qu'à Faucon, que les méchants sont au pouvoir, qu'il faut lutter contre les élites, qu'on aurait toutes les solutions, qu'on trouve des boucs émissaires chez les étrangers. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment cassé des barrières vis-à-vis des populismes. Moi, je le vois aussi sur le terrain. Alors la France insoumise, elle a plutôt une posture qui fait que elle provoque aussi beaucoup de dégoût finalement auprès de la population, qui exècre cette attitude d'outrance et de violence permanente. Le RN, c'est beaucoup plus insidieux, puisqu'ils ont une image beaucoup plus policée. Mais les idées, elles sont toujours présentes, et je crois qu'il faut qu'on y prenne vraiment garde. Et quelque part, c'est un peu le message que nous envoie la famille de Robert Badinter. Tension sociale dans notre pays en ce moment, avec une grève SNCF qui s'annonce parmi les contrôleurs pour la fin de semaine. Il sera très difficile d'aller au sport d'hiver, difficile aussi peut-être d'aller passer les vacances dans le Nord pour ceux qui en auraient envie. On est en panne pour le dialogue social. Alors justement, je pense que c'est complètement légitime de se battre pour avoir des hausses de salaire. Il y a des métiers qui en ont véritablement besoin. Enfin, je comprends aussi que dans la période, il y a besoin, avec l'inflation, de voir progresser les salaires, de voir progresser aussi les salaires au-dessus du SMIC. On a vraiment ce problème de rattrapage des plus bas niveaux de salaire à chaque fois par le SMIC. Après, la question, c'est de le faire par un dialogue social qui soit d'abord constructif. Je pense qu'il y a d'abord une étape de discussion, de dialogue qui doit se tenir. Et évidemment, on peut monter en puissance si ça ne fonctionne pas. Là, il me semble quand même que les contrôleurs ou d'autres ont pu être quand même entendus. J'ai pu voir des progressions de salaire qui sont
En quand décembre même 2022, il y a eu des primes, il y a encore des primes. Oui. D'après ce que je vois, donc le dialogue social, il semble fonctionner. Il y a régulièrement des réunions entre la direction et les représentants des salariés à la SNCF. Donc, je pense que c'est un peu abusif d'utiliser la période des vacances scolaires avec tous les impacts que ça va avoir pour les familles, dans la mesure où il y a des discussions et des négociations possibles. Et puis on a peur pour les Jeux Olympiques. On se dit que ça pourrait recommencer. Là, il y aura un chantage facile à faire. Clairement, je pense que c'est le message qui est envoyé. Donc, je crois que c'est important. Oui, il y a une légitimité à demander des hausses de salaire, à négocier et négocier durement s'il le faut quand on n'est pas entendu. Et quand on est aussi entendu, il faut quand même avoir aussi une conscience de l'impact collectif que cela peut avoir. Et pour les Jeux Olympiques, vraiment, on ne peut pas se permettre de se mettre dans cette situation. Alors dans vos dossiers, plusieurs faits d'actualité sont venus un peu troubler les esprits. On a vu des adolescentes être prostituées, parfois avec de très très jeunes proxénètes qui les entraînaient dans cet enfer. Comment vous, à la tête de la Commission des affaires sociales, vous pouvez faire progresser la protection de l'enfance ? Alors ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui m'inquiète beaucoup. On est dans une situation en fait où on voit progresser le nombre de décisions de justice pour placer des enfants, pour les protéger, et ça, c'est lié au fait qu'on détecte mieux les situations, mais c'est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup plus de situations très dures, très difficiles dans les familles, notamment consécutivement au Covid. Et en face de ça, on a un déficit d'offres pour accompagner ces enfants. Il manque des familles d'accueil énormément, mais être famille d'accueil, c'est assez difficile. Donc il y a besoin de mieux soutenir ces familles, de créer des solutions de répit, de créer aussi des conditions de rémunération qui permettent que ce soit suffisamment attractif, et du soutien. C'est-à-dire quand on a des situations un peu difficiles avec un jeune, il faut être aidé. De pouvoir être soutenu par des professionnels. Puis il nous manque vraiment aussi du monde dans les travailleurs sociaux, pour venir s'occuper des enfants. Aujourd'hui, les structures de protection de l'enfance, elles sont surchargées. C'est pourquoi moi, je prends un peu mon bâton de pèlerin, notamment auprès du gouvernement, pour que on puisse regarder ces métiers du lien social comme vraiment une opportunité et une nécessité, et d'emmener le plus possible de personnes vers ces métiers. Et donc, on a quand même un champ important à faire évoluer pour ça. Qu'est-ce qui manque ? C'est de l'argent, du budget pour mieux payer ces métiers de l'aide à l'enfance ? Alors, il y a eu des revalorisations, mais elles ont été partielles, dans le sens où on a revalorisé des travailleurs sociaux, mais pas forcément les personnes qui travaillent avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire les personnels administratifs ou de maintenance, etc., alors qu'eux-mêmes, ils s'occupent aussi d'une certaine manière des enfants, et tout tourne autour des enfants. Donc, il y a un collectif de travail qui a besoin d'être reconnu collectivement. Il y a une question donc de rémunération, comme partout, ça c'est clair. Et puis ensuite, il y a la question des conditions de travail. Et ce que nous disent les travailleurs sociaux, c'est ce que nous disent les agriculteurs, c'est ce que nous disent les chefs d'entreprise, c'est qu'on a empilé aussi des obligations. Les normes à respecter. Alors, les normes, elles sont pas si fortes finalement là-dedans, mais c'est plutôt des obligations de reporting, faut faire la paperasse toute la journée, etc. rapports. Et les gens expliquent que ça les éloigne en fait du sens vraiment de leur travail. Donc, moi, je voudrais qu'on porte vraiment ces métiers au même niveau que qu'on porte les métiers de l'industrie, les métiers de l'innovation, là, qu'on dise ces métiers-là, du lien social, de la protection de l'enfance, du travail social, des personnes qui s'occupent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Ce sont des beaux métiers, et les gens, ils veulent aussi du sens dans leur métier. Et ce sont des métiers vers lesquels il faut qu'on puisse s'organiser, de la formation, de la reconversion. Les besoins ne vont cesser d'augmenter, notamment avec l'arrivée de générations de personnes âgées plus nombreuses. Mais c'est clair, oui. On va avoir de plus en plus de personnes âgées. On le sait, on a un énorme défi démographique devant nous. Donc, on va avoir besoin de former des gens. Et ce sont de très, très beaux métiers. Mais il faut qu'on se prépare à ça. Dans ce cadre-là, il y a un cas très particulier. Les collectivités locales appellent un peu au secours. Ce sont les mineurs isolés, notamment ceux qui sont issus des migrations. Comment trouver des solutions ? Alors, il y a vraiment une difficulté, parce que le nombre de ces enfants, il a beaucoup aussi augmenté depuis notamment l'arrêt du Covid, en fait, qui a recréé les migrations. C'est vraiment aussi un travail à faire avec les pays finalement d'origine, parce que si les enfants
Les jeunes sont envoyés, faut voir les parcours qu'ils font, ces jeunes-là, hein, c'est assez incroyable. S'ils sont envoyés à travers l'Afrique, à travers la Méditerranée, c'est parce qu'ils sont en recherche aussi de réponses, de solutions pour eux. Donc il y a tout un partenariat aussi à faire, et puis ensuite de faire en sorte de les accompagner, de répartir ainsi au mieux entre les départements pour pouvoir s'occuper dans les meilleures conditions. Est-ce qu'il y a selon vous une stratégie des pays d'émigration, c'est-à-dire de nous envoyer leurs mineurs parce qu'ils savent que derrière, un jour la famille rejoindra? Non, mais il y a des discussions qui sont parfois difficiles avec certains pays. Donc, automatiquement, nos pays représentent quand même une source d'espoir pour ces jeunes, mais ils ne se rendent pas forcément compte des réseaux dans lesquels ils vont arriver. Ils peuvent être embarqués dans des réseaux mafieux, les réseaux de prostitution que vous souleviez. Donc, et ils arrivent très cabossés quand ils arrivent chez nous, très abîmés psychiquement. C'est des jeunes qui ont traversé vraiment les pires épreuves, oui. La répartition, selon les départements, la répartition dans cette France rurale, elle soulève beaucoup de polémiques. Oui, évidemment, il y a toujours un petit peu de peur, mais les choses, elles ont été un petit peu mieux équilibrées puisque ces clés de répartition, elles ont été revues. On essaye de créer un petit peu plus de plus petites unités, de mieux s'occuper de ces jeunes. Mais comme on arrive maintenant à saturation, parce qu'on a aussi nos propres enfants qui sont de plus en plus nombreux à la protection de l'enfance, c'est vraiment là qu'on voit qu'on a un besoin de travailler en amont auprès des familles pour désamorcer les situations, et qu'on a besoin aussi de ces travailleurs sociaux. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a un enjeu énorme autour de ces métiers du lien social. Vous avez récupéré hier à l'Assemblée des anciens ministres. Oui. Elisabeth Borne est arrivée, Olivier Dussopt, Clément Beaune et quelques autres. Pas facile pour eux quand même de se retrouver simple député. Alors moi, ça me fait toujours rire quand on me dit ça, parce que je me dis il y a quand même pire dans la vie que d'être député. C'est le contraste qui peut être... Je pense qu'au contraire, c'est quand même une belle mission d'être parlementaire, et eux, ils vont apporter une certaine richesse aussi, puisqu'ils ont vu un peu l'autre côté de la barrière. Ils vont apporter une expertise, ils ont la connaissance aussi du fonctionnement de l'administration, donc ça, il faut qu'on s'en saisisse. Bon, évidemment, nous, on a un petit pincement au cœur parce qu'on avait nos collègues, les suppléants, qui sont partis. Eh oui. On a travaillé ensemble pendant 1 an et demi. Après, voilà, c'est le jeu, et on retrouve des membres de l'équipe. Hein. Avec un enjeu, c'est l'unité quand même de cette majorité. Certains disent, l'aile gauche de la Macronie, elle peut être tentée de prendre ses aises, de prendre son indépendance, de créer un groupe. Vous le sentez, ce risque de fracture? Je dirais pas de fracture. La volonté qu'il y ait une aile gauche qui ait envie d'être entendue, une aile droite qui ait envie d'être entendue, oui. Après, je pense quand même que tout le monde est conscient que si se diviser ou créer des chapelles faisait gagner des élections, ça se saurait, quoi. Donc on est quand même conscient que... Et d'ailleurs, notre président de groupe, Sylvain Maillard, l'a rappelé hier, c'est notre ADN, en fait, le dépassement des clivages. Donc, c'est pas pour recréer chez nous-mêmes. Le et en même temps continuera. Oui, je le crois. Eh bien, Charlotte Parmentier-Lecoq, merci et bonne journée. Merci à vous. Bonne Saint-Valentin à vous. Merci Christophe Barbier. Après Madame la députée du Nord, demain, ce sera Hervé Marseille. C'est dire le grand écart de... Voilà, même si son nom n'indique pas d'où il est des Hauts-de-Seine, sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'Union du groupe centriste. À demain, Christophe. À demain.